Quand on veut comprendre un personnage historique, eh bien, il faut d'abord comprendre son monde, n'est-ce pas? C'est exactement ce qu'on va faire ici. On va plonger dans la Galilée du 1er siècle avec les outils de l'histoire et de l'archéologie pour voir à quoi ressemblait vraiment l'environnement de Jésus. Allez, c'est parti. Voilà la grande question. On a tous en tête des images, des idées reçues, mais qu'est-ce que les preuves nous disent vraiment, concrètement? Pour le savoir, on va devoir se transformer en détective de l'histoire et un peu bousculer nos certitudes. Ok, mais avant de mettre les pieds en Galilée, il y a une distinction super importante que font les historiens. Et attention, ce n'est pas une question de foi, c'est vraiment une question de méthode. Alors, il faut bien séparer deux choses. D'un côté, on a ce qu'on pourrait appeler le Jésus réel. Ça, c'est la personne dans son entièreté, avec ses pensées, ses gestes du quotidien, une réalité à laquelle, soyons honnêtes, on n'aura jamais complètement accès. Et de l'autre, il y a le Jésus historique. Lui, c'est la figure que les chercheurs, avec leurs outils, arrivent à reconstituer à partir des preuves qu'on a. C'est une sorte de portrait robot scientifique basé sur des faits qu'on peut vérifier. Prenez une image comme celle-ci, par exemple. Elle est magnifique, très puissante. Elle a évidemment façonné notre imaginaire. Mais voilà le truc, elle a été créée des siècles plus tard. En fait, elle nous parle beaucoup plus de la foi des gens de cette époque-là que de l'homme qui a vécu en Galilée au 1er siècle. Bon, alors comment font les historiens pour trier le bon grain de livret, pour séparer ce qui est historiquement probable de ce qui relève de la tradition? Eh bien, ils ne lancent pas une pièce en l'air. Non, ils ont toute une boîte à outils, des critères bien précis pour analyser les textes anciens. Et voilà les principaux outils de cette fameuse boîte, théorisée par des gens comme John P. Mayer. Prenez le critère d'embarras, c'est simple. Pourquoi est-ce que les premiers chrétiens auraient inventé l'histoire que leur chef s'est fait baptiser par quelqu'un d'autre, Jean-Baptiste, ce qui sous-entend une certaine infériorité? Probablement parce que c'est vraiment arrivé. C'était un fait un peu gênant, mais impossible à ignorer. Ou alors, l'attestation multiple. Ça aussi, c'est clé. Si on retrouve la même histoire ou la même parole dans plusieurs sources indépendantes qui ne se sont pas copiées les unes les autres, alors sa crédibilité historique monte en flèche. En combinant tous ces critères, les historiens arrivent à construire une base de données de faits assez solide pour travailler. Ok, maintenant qu'on a nos outils de détective en main, on peut s'attaquer à un gros débat qui agite les spécialistes. La question est simple. La Galilée, à l'époque de Jésus, c'était comment, socialement et économiquement parlant? Et là, on a deux scénarios qui s'opposent, mais alors complètement. D'un côté, on nous dépeint une Galilée en pleine crise, au bord de l'explosion, un vrai terreau pour la révolte, et de l'autre, une région plutôt tranquille, voire même en plein essor économique. Alors laquelle de ces deux images est la bonne? Commençons par la première hypothèse, le modèle de la crise. Cette vision, elle ne vient pas directement des textes anciens, mais plutôt des sciences sociales. L'idée, c'est d'appliquer des théories générales sur le fonctionnement des empires et des sociétés paysannes à la situation spécifique de la Galilée de l'époque. Selon cette théorie, les grands chantiers d'Hérode Antipas, comme les villes de Séporis et Tibériade, n'étaient pas du tout des signes de progrès. Au contraire, c'étaient des centres un peu parasites qui aspiraient toutes les richesses des campagnes autour. Pour les paysans, ça aurait entraîné une spirale infernale. Des impôts de plus en plus lourds, un endettement massif, la perte des terres, bref, un climat de misère et de tension sociale explosive. Et dans ce contexte, le message de Jésus serait une sorte de cri de ralliement, une réponse directe à cette détresse sociale. Mais il y a un détail très important à noter, c'est le langage utilisé dans ces descriptions. Comme le souligne notre source, Jean-Paul Michaud, on trouve très souvent des verbes conditionnels. Des phrases comme « la détresse aurait été »,« cela a dû provoquer ». Ça montre bien qu'on est dans le domaine de la déduction, de la projection à partir d'un modèle, et pas forcément face à des faits bruts établis. Alors, c'est bien beau les modèles théoriques, mais il faut les confronter à la réalité du terrain. C'est l'heure de la vérification. Si cette crise était aussi terrible, on devrait en retrouver des traces, non? Des preuves matérielles. Alors, que se passe-t-il quand on compare ce modèle de la crise avec ce que les archéologues trouvent en creusant le sol de Galilée? Eh bien, la réponse est plutôt claire, et elle ne va pas dans le sens du modèle. Les découvertes archéologiques, que ce soit dans les villes ou les villages, ne semblent absolument pas confirmer ce scénario catastrophe. Le terrain raconte une autre histoire. Prenons un exemple concret. Yodfat. Cette ville a été détruite par les Romains en 67, donc ce qu'on y trouve, c'est comme une photo instantanée de la vie juste avant. Et au lieu de trouver un village misérable, les archéologues ont découvert une communauté dynamique qui semblait bien se porter, avec de l'artisanat, des maisons solides et même une fresque dans le pur style de Pompéi. C'est le genre de choses qu'on ne s'attend pas du tout à trouver là, et ça suggère une certaine richesse. Et ce n'est pas un cas isolé. À Khirbet Qanaa, qu'on identifie à la Cana des évangiles, c'est la même chose.
On a mis au jour tout un quartier artisanal datant du 1er siècle. Il y avait des souffleurs de verre, des teinturiers, des pressoirs à huile. Toute cette activité montre une économie locale qui tourne, qui est même assez robuste pour financer des bâtiments publics. On est loin, très loin, de l'image d'une société à l'agonie. Et puis, il y a une autre preuve, très parlante, les pièces de monnaie. Le raisonnement est simple. Si la thèse de la crise est juste, avec des impôts massifs à payer en argent, il aurait fallu une quantité énorme de monnaie en circulation. Or, qu'est-ce qu'on constate? Pendant son très long règne de 43 ans, Hérode Antipas n'a fait frapper que 5 petites séries de pièces, et assez tardivement en plus. C'est très peu. La conclusion qu'on peut en tirer, c'est que ces pièces étaient probablement plus un outil de prestige politique pour montrer son pouvoir qu'un véritable outil pour faire tourner une grande économie monétaire. Et ça vient vraiment saper un des piliers de la théorie de la crise qui repose sur cette idée d'une pression fiscale écrasante payée en cash. Bon, alors, on fait le bilan. Qu'est-ce que tout ça nous dit? Clairement, les découvertes archéologiques nous obligent à revoir sérieusement l'image qu'on se faisait de la Galilée au 1er siècle. Le verdict qui tombe, quand on met en balance la théorie et les preuves matérielles, est assez net. Le tableau d'une Galilée relativement stable et même économiquement florissante colle beaucoup mieux avec ce qu'on trouve sur le terrain que l'image d'une société déchirée par les conflits et au bord de l'effondrement. D'ailleurs, Jean-Paul Michaud, l'auteur de l'étude qui sert de base à cette analyse, le dit sans détour, l'interprétation de crise, issue des projections catastrophiques des modèles, n'est pas confirmée par les recherches archéologiques récentes. C'est on ne peut plus clair. Attention, il faut bien nuancer. Dire qu'il n'y avait pas de crise systémique, ça ne veut pas dire que la Galilée était une sorte de paradis où tout le monde était riche. Bien sûr que non, la pauvreté existait. Mais ça signifie que la source principale des tensions sociales n'était peut-être pas cette prétendue lutte des classes provoquée par l'urbanisation. Il y avait sans doute d'autres problèmes. Et tout ça, ça nous amène à une question de fond, une question immense. Si Jésus n'intervenait pas dans un contexte de crise économique et sociale aiguë, si son message n'était pas juste une réponse à la misère des paysans, alors, qu'est-ce que ça change pour notre compréhension de son action et de son message? Quelle était cette réalité d'un autre ordre qu'il annonçait? Voilà une question qui ouvre tout un champ de réflexion.